Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour ce forum d'échange de Ça se discute. Je vais commencer par saluer le docteur Paul-Marie Wessou. Bonsoir. Bonsoir Xavier, bonsoir téléspectateurs. Mohamed Yamidi. Bonsoir. Bonsoir François David, bonsoir aux téléspectateurs, bonsoir au plateau. Julio Tometi, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. C'est pour prendre le temps de vous présenter. Le docteur Paul-Marie Wessou, théoricien de la gouvernance, analyste politique. Mohamed Yamidi, expert en communication digitale et éditoriale, analyste politique. Julio Tometi, analyste politique, juriste, gérant du cabinet juriste et associé. Nous allons ce soir parler de cybercriminalité, de développement et de climat. On va peut-être commencer par cybercriminalité. Docteur Paul-Marie Wessou, on est tous témoins, en tout cas, de ce qu'on en sait de la répression. En tout cas, les forces de sécurité sont assez actives dans, on va dire, la répression de ce phénomène. Il y a des moyens techniques impressionnants qui ont été engagés. Il y a un point qui a été fait récemment par rapport à cette lutte. Et on parle de plus de 2 milliards de préjudices causés, d'une nouveauté dans les moyens d'arnaque. On parle de phishing, on parle de beaucoup d'autres techniques qui ont été développées ces dernières années par ceux qui s'y adonnent. On a l'impression que ce phénomène, malgré les dispositions prises, on a du mal quand même à freiner le cours de la cybercriminalité. Alors, qu'est-ce que les chiffres publiés vous inspirent? Les chiffres sont impressionnants et bon, vous pouvez le constater, plus on prend des mesures pour réprimer le mal, plus le mal trouve... C'est un peu comme de l'eau, vous voyez, quand il y a des obstacles, elle trouve toujours un moyen de contourner les obstacles et d'aller de l'avant. Moi, je crois, je l'ai dit déjà plusieurs fois sur ce sujet, je crois que la répression n'est pas la solution, la panacée au problème. Et il faut que nous revoyions deux choses fondamentales. La première chose, c'est quelle est la société vers laquelle nous voulons aller, et ensuite éduquer les uns les autres à aller vers cette société. Si vous avez comment on appelle, une société dans laquelle les valeurs les plus dominantes et que les valeurs devant lesquelles tout le monde s'agenouille, c'est les valeurs de l'argent, eh bien, souffrez que d'autres passent par tous les moyens pour avoir l'argent. Mais si vous avez une société où les valeurs devant lesquelles les gens, tout le monde s'agenouille, c'est les valeurs des mérites, les valeurs du travail, les valeurs les valeurs morales. Oui. Et si c'est cela, vous verrez que il y aura moins de gens qui veulent aller vers les autres valeurs. Et moi, je voudrais redire que l'éducation est le moyen le plus efficace, mais l'éducation sans la vision de la société vers laquelle nous voulons aller ne pourra pas aider à résoudre convenablement le problème. La cybercriminalité se développe, bien sûr, avec les moyens techniques du moment. La technologie du moment. Et vous savez que ces moyens vont s'accroître en termes de capacité de crime quand nous allons passer, enfin ça a commencé déjà avec les chats GPT et autres. Donc ça va s'accroître et il n'y a que les valeurs sociétales qui peuvent retenir l'humain face à ce développement. Et j'espère que nous allons arriver à nous rendre compte de ça et à prendre les mesures pour que nous puissions aller vers une société plus respectueuse d'un certain nombre de choses. Vous savez aujourd'hui que les gens prennent la vie humaine ne serait-ce que pour se faire de l'argent. Et c'est vrai, il y a la lutte qui se mène par les forces de l'ordre. On peut saluer les efforts qui sont faits jusque-là, mais ces efforts ont leurs limites. Et au-delà des limites de ces efforts,
moi je pense qu'il faut repenser notre société et travailler pour la société vers laquelle nous voulons aller. Mohamed Liamidi, en parlant de cette phase de répression, Dr Paul Mariguessou vient de le dire, ce n'est pas la panacée. Et d'ailleurs, l'actualité nous en donne peut-être une preuve. Il y a eu une vidéo qui a fuité la dernière fois sur les réseaux sociaux, je crois, de la prison d'Aboumé, où vraisemblablement quelques jeunes cybercriminels étaient un peu comme en vacances. Donc ça ne démontrait pas réellement d'une certaine coercition. Ils étaient, en tout cas, de ce qu'ils ont montré, de ces quelques séquences, on a comme l'impression que même derrière les barreaux, ils arrivent à sauvegarder l'essentiel. Évidemment, bon, quand je prends par exemple la situation dont vous venez de parler, cela ne saurait être sans, d'une manière ou d'une autre, appelons les choses par les noms, soit la passivité ou la complicité de ceux qui sont en charge de l'administration de la maison d'arrêt. Donc ça c'est quelque chose de réel qu'il faut le prendre comme ça. C'est ça qui fait que même de l'autre côté, ils continuent encore à les à faire truc là. Non, bon, comme pour ne pas vous couper, comme le docteur Paul Mariguessou, c'est toujours le pouvoir de l'argent. Oui, évidemment. Et ça rejoint pertinemment le fait que quel est le type de société que nous voulons. Si même les gens qui sont chargés, c'est-à-dire de freiner la chose, qui sont chargés, disons même l'autorité, qui sont chargés de je ne vais pas dire de la rééducation, puisque quand vous passez à la maison d'arrêt, c'est normalement un temps de pause qui doit vous permettre de réfléchir au type de citoyen que vous voulez devenir et que vous devez avoir la possibilité de réinsertion. Et on devrait donc vous donner une chance de devenir un citoyen de type nouveau, en tout cas qui puisse quand même contribuer à la vie de la société. Ce qui apparemment n'est pas le cas. Ça veut dire qu'il faut aller même revoir comment se passe le séjour carcéral à notre niveau, quand les gens sont là-bas, quels sont les types d'activités, est-ce qu'ils sont juste là-bas comme ça en période de... Donc tout ça contribue aux citoyens, c'est-à-dire qu'au type de citoyen que le monsieur deviendra quand il quittera le séjour carcéral. Et maintenant, quand on passe ce côté-là, le fait, vous le disiez tout à l'heure, que les gens ont développé une sorte d'adaptation. Plus il y a de coercition, plus on lutte contre le phénomène, plus on met plus de moyens pour les traquer. C'est-à-dire qu'eux aussi, ils s'adaptent et développent encore ce que j'appellerais de nouvelles... Une certaine résilience. De nouvelles intelligences. Pour pouvoir, c'est-à-dire qu'il voit un développement de ce coup-là pour pouvoir s'adapter à la situation et essayer toujours. Oui, Julio te mettait je ne veux pas utiliser le mot. Je ne veux pas. Cette homogénéité, une certaine résilience. Exact. Donc je ne veux pas utiliser ce mot-là. Et de ce fait, ce que nous voyons, c'est que, et qui est bien dommage, parce que le docteur Paul Mariguessou parlait de l'éducation. Quand vous voyez l'énergie, parce que pour pouvoir s'adapter à ça, c'est-à-dire qu'il dépense de l'énergie, il dépense des moyens pour essayer de se mettre à la hauteur, c'est-à-dire que surpasser tout ce qui est mis en tout le système. D'échapper à la traque. Échapper à la traque. Et ils essaient maintenant de s'adapter. Ça veut dire que ceux-là, moi je vais aller directement voir des choses au-delà de la répression et autres. Ça veut dire que ceux-là, dans d'autres conditions, ils peuvent servir à quelque chose de mieux. Ça veut dire qu'ils ont une certaine intelligence, ça veut dire qu'ils ont un certain potentiel qu'on peut exploiter. Et donc, quand on les met, si on arrivait à les mettre dans d'autres conditions, cette aptitude-là ou ces aptitudes-là qu'ils ont peuvent quelque part servir à la nation et servir à développer le pays. Puisqu'il faut une intelligence pour s'asseoir et trouver les failles de sécurité que l'on met en place et pouvoir s'introduire dans ce système-là. Remarquez quelque chose ici, pour moi c'est très pertinent. La cybercriminalité, ce n'est pas notre apanage, c'est pas que ça existe uniquement ici, c'est un phénomène mondial. Mais ailleurs où le phénomène existe, ce n'est pas l'étape, je dirais, d'une certaine délinquance pour des raisons pécuniaires. Parce que quand vous voyez ce qui se passe ici, c'est beaucoup plus pour des raisons pécuniaires. Or ailleurs, quand vous voyez en Europe par exemple, parce que tous les secteurs aujourd'hui passent au numérique, que ce soit le transport, que ce soit à l'hôpital, que ce soit à l'information, que ce soit aujourd'hui, les dernières élections aux États-Unis, l'élection qui a consacré la victoire de Donald Trump aux États-Unis, on a parlé d'une intrusion russe. Donc, en fait, la cyber
criminalité, c'est ces aspects-là. Mais quand vous regardez sous d'autres cieux, c'est beaucoup plus pour des causes vraiment, je ne dirais pas nobles, mais des raisons, on peut comprendre que c'est des enjeux beaucoup plus même géopolitique, stratégiques, de développement, et suite. Mais quand vous regardez ce qui se passe chez nous ici, c'est des enjeux pécuniaires, c'est que des gens veulent survivre, c'est que des gens, enfin, à la limite, ils n'ont pas de quoi vivre. Soit c'est des gens qui ont une formation, de toute façon, pour s'adonner à ça, il faut avoir un niveau minimum, mais il ne faut pas, c'est pas n'importe qui. Donc, où les gens ont une formation, ils ont fini et ils n'ont pas de débouché, ils n'ont pas de perspective, il n'y a pas d'offre d'emploi, ils ne sont pas, ça veut dire que la société, il n'y a pas, le marché de l'emploi pose problème. Donc, si je ne dis pas que c'est une excuse, hein, je vais être clair, je vais être suffisamment clair pour dire que je ne dis pas que c'est une excuse, parce que quelqu'un qui a quand même, et je ne veux pas non plus faire la morale, dire comment on devrait éduquer les gens ou pas. Mais remarquez que c'est pour des raisons pécuniaires. Ça veut dire quoi? Ceux-là, si on arrive à les mettre dans des conditions, à minima, où ils sont à l'abri, je dirais, de la faim, et que leurs besoins vitaux, c'est-à-dire qu'ils arrivent à boucler les fins du mois sans beaucoup de peine, ceux-là, on peut les récupérer, ils peuvent servir à quelque chose de bien plus, quelque chose qui profiterait beaucoup plus à l'essor de la nation. Julien Tomiti, comment vous voyez? Oui, vous voyez, François-Xavier Noumon, nous sommes dans une société de crise, en fait. Et lorsqu'on parle de crise, il ne faut pas voir juste un groupe de garnements qui s'adapte, qui s'adonne à une certaine délinquance. Non, nous sommes véritablement en crise. Si, avec tout ce qui a été mis en œuvre, cela ne désemplit pas. Vous vous rappelez un peu, d'abord par les tests, avant eu notre code pénal en 2018, nous avons eu ensuite le code du numérique qui a réprimé plus que les infractions ordinaires en matière financière comme l'escroquerie et autres. Et donc il y a un renforcement en fait de l'arsenal juridique. Les forces de police et de sécurité ont été dotées en fait de moyens et ont été dopées aussi par rapport à la, comment dire, leur morale est bien dopée parce que vous voyez, ils ont aujourd'hui plus qu'hier une capacité de résistance à la tentation des offres qu'on pourrait leur faire lorsqu'ils sont sur le terrain pour appréhender ci et ça. Et nous avons, vous l'avez tous suivi, une grande sensibilisation des plateaux télé, des émissions, ainsi de suite, mais ça ne désemplit pas. Ça veut dire que véritablement, comme je le disais tantôt, ce n'est pas qu'une question de délinquance, c'est une crise de société. Et comme le disait le docteur Paul Marois tout à l'heure, ce n'est pas que dans la répression. Aujourd'hui, il y a lieu de s'intégrer pour chercher d'autres formes. Non pas forcément je ne parle pas de lutte, parce que qui dit lutte, dit répression. Donc, il faudra intégrer ou imprégner le phénomène pour savoir comment véritablement arriver à le juguler. Parce que, à l'évidence, Mohamed disait tout à l'heure, il faut le voir, qu'est-ce qui se passe en fait? Les gens sont ici, continuent de faire bien l'activité de cybercriminels. D'autres, ceux qui ont fait tout là un peu, vont dans les pays, les limitrophes continuent de faire l'activité, là où en fait la répression n'est pas aussi forte qu'ici. Ça veut dire quoi? C'est comme s'il n'y a pas d'autres alternatives. Et c'est vrai, d'une certaine façon. Même ceux qui auraient étudié jusqu'à un certain niveau, lorsque vous restez à l'écart en fait de votre formation ou de ce que vous avez appris pendant un certain nombre d'années, ce n'est pas évident que du jour au lendemain vous vous dites non, je vais faire. Ceux qui ont pu se réintégrer, c'est ceux qui sont rentrés dans l'entrepreneuriat. Mais là encore, il faudra avoir un peu de moyens, il faudra peut-être avoir une capacité de management. Sinon, repartir à un emploi et ainsi de suite, pour la masse, ce n'est pas évident. Donc, c'est beaucoup plus pour certaines personnes aujourd'hui une question de survie. C'est-à-dire quoi? S'ils ne font pas ça, il n'y a pas d'autre chose à faire. C'est pourquoi j'insiste sur le fait qu'il y a lieu de reconsidérer les choses. Cette lutte, ce n'est pas une lutte à court terme. Hein. Il faut, comme le disait le docteur Pamela tout à l'heure, il faut envisager cela dans 10 ans, dans 20 ans, pour dire quelle société nous devons avoir, quelle société nous avons maintenant. Et je l'ai dit aussi sur un plateau. Ceux qui sont dans l'activité aujourd'hui, il n'y a rien à faire en termes de récupération. Ça, soyez-en sûrs. Mais ce qu'il y a lieu de faire, c'est de freiner le mal à partir de la base, en offrant donc que la société soit capable d'offrir de meilleures perspectives
fait, pour la jeunesse dans son ensemble, d'une certaine façon. Nous allons un peu trop pessimiste. Non. Ceux qui sont derrière les barreaux, les jeunes, on ne peut pas les récupérer. Vous savez, je vais vous raconter quelque chose que j'ai eu au cours de la semaine. Peut-être l'intéressé pourrait se retrouver. J'ai, comment dire, un jeune qui fait du pickpocket. Il se fait que, même au sein du tribunal du premier instance de Cotonou, il a été faire comment dire, voler, et les caméras de surveillance l'ont repéré. Il était au tribunal pour être jugé. Non, il n'était pas au tribunal. Il va comme tout justiciable. Donc, il se faufile dans les salles d'audience et ainsi de suite. Pour ceux qui fréquentent, on va vous le dire, les salles d'audience bombées de monde, rapidement, en fait, ces choses-là se passent. Les caméras de surveillance l'ont repéré. Donc, lui-même ne savait pas, il était en circulation quand on l'a arrêté. Il disait, mais pourquoi? Quand on l'a fait à soi, on l'a monté ses caméras, c'était certainement lui. Il est accompagné de 6 mois de prison. Bon, vol simple. Il est retourné, mais la seule chose à faire, c'est comment reprendre vie. Et pour lui, reprendre vie, c'est quoi? C'est reprendre ses activités. Reprendre ses activités qu'il faisait. Et il disait que lui, il a besoin maintenant d'argent, que bon, il y a tel endroit, et il pourra aller récupérer sa moto comme ça, parce qu'il fallait donner quelque chose, ainsi de suite. Donc, la question qui se pose, c'est que est-ce que véritablement, en fait, non, nous n'avons pas de centre de correction, nous avons des centres de détention au Bénin, nous n'avons pas de centre de correction. Peut-être le Bénin n'a pas atteint le niveau d'avoir des centres de correction ou bien une politique de correction. Nous n'avons que des centres de détention. Et donc, à partir de ce moment-là, il ne peut pas avoir une politique corrective. Il faut de réinsertion. Il ne faut pas l'espérer maintenant. Non, par rapport aux conditions carcérales, c'est quand même bizarre, hein? Lorsque les conditions carcérales sont trop corsées et on crie aux droits de l'homme que il y a si bondé de monde, on n'a pas le courant, on n'a pas l'eau, ainsi. Donc, quand c'est difficile, on crie. Maintenant, quand c'est trop un peu laxiste aussi, ça frise en fait autre chose. C'est pourquoi, en fait, vous l'auriez constaté, l'agence pénitentiaire ne cesse en fait d'opérer régulièrement en fait des mutations au niveau, notamment des régisseurs dans les maisons d'arrêt, pour permettre, pour qu'ils ne se forment pas trop en fait des complicités, des nids de corruption en cette matière-là. Mais quand bien même on le fait, moi j'étais étonné, je me suis demandé si c'est véritablement une de nos maisons, parce que en fait ça peut être autre chose, hein, jusqu'à preuve de contraire. Moi je me dis décidément, si c'est ça, parce que par le passé à Mitrete, il y en avait eu des vidéos comme ça avaient fuité, et vraiment jusqu'au plus haut niveau, tout le personnel avait été jusqu'au plus haut niveau, des têtes sont tombées, si on peut le dire. Donc je ne crois pas encore que ce soit encore un de nos centres de détention, mais en fait la politique répressive en matière de lutte contre la cybercriminalité, je pense que bon, on peut maintenir ce qui est là, mais il n'y a pas à espérer forcément grand chose. On va continuer à réprimer, mais en même temps pensons en fait à offrir de meilleures perspectives pour que ceux qui viennent un peu bas ne soient pas confrontés à cela. Oui, docteur Paul-Marie Ouessou, vous avez posé le diagnostic. Julio Tometti a parlé de société en crise. Je trouve que les deux se rejoignent. Mais en attendant, est-ce que vous pensez comme lui qu'il n'y a rien à faire pour ceux qui sont en prison? Parce que évidemment on parle d'informatique, on parle de comme ailleurs, ça a été tenté avec des résultats plus ou moins mitigés, même dans les pays développés où on transforme ce qui s'adonne, en tout cas, puisqu'on peut comprendre qu'ils aient une connaissance au moins au minimal rudimentaire des moyens de développement et tout ça, de convertir certains en développeurs. On sait que le marché international, en tout cas ce marché-là est quand même assez accessible, de pouvoir, disons, donner une formation sur ce qu'ils savent faire, donc développer dans des langages accessibles et peut-être leur trouver des ouvertures sur d'autres marchés, pouvoir convertir ce qu'on peut convertir. Il y en aura toujours qui ne se transformeront pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je pense que, en fait, Julio n'était pas pessimiste dans le sens que ils sont complètement irrécupérables et qu'on ne peut plus rien faire. Mais ce qu'il dit, c'est ceci, c'est que notre société n'offre pas les moyens pour que ce que vous dites là advienne. Il a dit qu'il n'y a pas de centre de correction. Et moi, je voudrais dire que son cabinet peut travailler sur un tel projet, faire le plaidoyer pour le projet, donc pour que naissent des centres de correction. Mais plus sérieusement, je crois qu'il a raison de penser que
vous voyez, il dit, lorsque la personne est versée dans le vol, en fait, le pickpocketing, et qu'il sort de prison, et qu'il n'y a plus rien, il n'y a rien d'autre à faire. Or, vous savez, si on vit en milieu urbain, il y a des dépenses incompressibles. Oui. Vous devez vous déplacer, vous devez manger, vous devez vous habiller, il y a l'électricité, il y a le loyer, il y a etc. Et cela me ramène à parler un peu du profil, comme un peu Mohamed l'a dit. Le profil, Mohamed, ce n'est pas nécessairement des nécessités qui vont dans le secteur donc, de la cybercriminalité. C'est généralement des gens qui sont à l'école et l'opprobre que nous jetons sur l'école aujourd'hui, que bon, aller à l'école, on ne devient pas riche en allant à l'école, on ne fait pas ceci. Donc, vous voyez un peu ce que nous disons, les valeurs de travail, on les dénigre et on donne la force aux valeurs de l'argent. Il y a des gens qui, justement, vous êtes à l'école, mais c'est justement de là qu'ils partent et puis ils commencent à rouler en voiture. Et vous voyez, tout le monde veut rouler en voiture aujourd'hui. Donc, si vous êtes en moto, on considère que vous êtes l'un des pauvres, quoi. Si vous êtes encore à vélo, c'est plus grave, vous voyez, à peu près. Autant marcher. Tout le monde est passé à Djenana aujourd'hui. Si vous conduisez vous voyez à peu près. Bon, donc aujourd'hui on est à l'électrique. Bon, à l'électrique encore, vous voyez. Donc bientôt les Djenana. Il faut une mise à jour. Il faut une mise à jour. Et donc c'est ça les problèmes, c'est qu'on est porté par le rythme qu'impose la société en termes d'exigence de vous, de regard porté sur vous, de façon de vous voir. Et bon, les uns les autres veulent faire le show, vous voyez, et aller à un enterrement le samedi à Porto Nouveau et être celui qui donne, qui met les billets là. Bon, ils ne font plus trop ça. Ils ne font plus trop ça. Ils le font quand même, mais bon, pas comme avant. Voilà. Donc, c'est ces choses-là qui font que le mal s'enracine. Et moi, je voudrais, enfin, comme tous nous le constatons, que effectivement, l'offre politique s'élève, parce que l'offre politique actuellement est trop basse. Il faut qu'elle se lève et que l'offre économique s'élève aussi pour créer des conditions où, lorsque j'ai fait du pickpocketing et qu'on m'a attrapé, pour si moi je sors, que tout de suite on me propose une solution de rechange où je peux commencer à faire des petits jobs pour subvenir à mes besoins. Et donc c'est très important que nous repensions notre société. C'est crucial que nous repensions notre société. Comme je le dis souvent, nous disons que nous sommes en train de faire le développement, mais ce que nous faisons là ne s'appelle pas développement, ça s'appelle amélioration. On améliore quelques conditions, les routes et ceci, ça s'arrête là. Mais construire une société, c'est au-delà de ça. Et je le dis souvent, il faut de la réflexion derrière ça. Il faut des évaluations de tout ce que nous faisons pour constater que ce que nous faisons a des limites. Et maintenant, au-delà de cette limite-là, qu'est-ce que nous faisons? Parce que ce n'est pas nous qui avons inventé la technologie. Les autres qui ont inventé la technologie aussi font face à des criminalités. Il a souligné certains crimes, à savoir la cybercriminalité contre les élections. Et ça n'a pas été que l'élection de Trump. L'élection de Biden aussi a été ciblée autant par la Russie, si on suppose que les informations sont correctes, que par la Chine. Donc, vous voyez, donc, il faut être proactif, mais seulement quand vous écoutez les débats, et là, je vais un peu mettre mal à l'aise Julio, mais quand vous écoutez les débats au Parlement, et Julio, me semble qu'il a eu maintenant la chance d'écouter nos parlementaires et de constater qu'ils ne lisent pas. Ils ne lisent pas, c'est nul. Les débats sur la société, comment on a dit, on a nommé un Rwandais à la tête. Ouais, on va pas, c'est pas le débat qui nous réunit ici, mais vous regardez ce que disent nos élus. Vous constatez que chacun crie suivant son émotion, suivant ce que lui ressent. Il n'y a aucune réflexion qui est derrière ce qu'on dit.
Et moi, je pense que ce débat devrait aller loin pour aboutir à une loi désormais sur comment nommer des étrangers dans notre pays. On ne dit pas qu'on ne doit pas nommer, mais à quel poste nommer? Il faut une loi là-dessus. On doit aller loin et constater. C'est-à-dire que normalement, ce débat devait nous réunir tous. Et oublier cette question de xénophobie. Ce n'est pas une question de xénophobie. Vous allez au Ghana, vous ne ferez pas comme si vous êtes chez vous. Vous allez dans n'importe quel pays, vous ne ferez pas comme si vous êtes chez vous. Et donc, ce qui nous concerne et ce que nous devons discuter, il y a des questions qui doivent nous réunir tous ensemble. Et nous devons réfléchir dans le sens de comment nous réglons ce problème-là pour le futur. C'est ça que les Américains ont fait. Vous voyez, ils ont une constitution, ça fait depuis plus de 30 ans, qui n'a pas été, qu'on n'a pas changé complètement, mais on amende simplement. On amende parce que les débats font que on dit il faut mettre telle loi en place pour que la Constitution soit améliorée. Mais tant que vous avez des gens qui ne sont pas dans la réflexion, mais qui sont plutôt dans l'émotion, qui sont plutôt dans le soutien à X ou Y, vous n'aurez jamais des débats plus approfondis que ce que nous avons. Et c'est ça qui est le problème. Et ces gens, justement, c'est eux. C'est un maillon fondamental de la fabrique de notre société. Vous voyez à peu près. Alors, on commence par où? J'aimerais rappeler, vous savez, il y a que et c'est ça en fait le problème que nous avons dans notre société qui pose le problème évidemment de la réflexion que nous menons derrière tout ce que nous faisons. Quand quelque chose arrive, parce que il n'y a jamais quelque chose qui a d'avantage qui n'a pas d'inconvénient. Et donc quand quelque chose arrive, que ce soit moyen, que ce soit progrès scientifique, quand on commence pas à implémenter ça, il faut qu'on commence par s'asseoir pour réfléchir, pour dire que ce truc-là, dans 5 ans, dans 10 ans, qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce que l'utilisation, puisque tout ce qui a d'avantage a aussi d'inconvénients, donc quels seraient les inconvénients de ça dans 5 ans, dans 10 ans? Quelles sont les aptitudes que les gens sont amenés, et là je parle d'intelligence, aussi bien économique que l'intelligence stratégique de façon globale. Quelles sont les aptitudes que les gens seront amenés à développer derrière ça? Parce qu'en réalité, ce que les gens ne semblent pas percevoir, la cybercriminalité, ça ne date pas de 2016, ni de 2017, ça date depuis. Parce qu'à l'époque déjà, c'est-à-dire quoi? Il fallait se déplacer. Mais aujourd'hui, avec la démocratisation de l'Internet, où dans votre chambre, vous pouvez avoir tous les moyens qu'il faut pour pouvoir opérer. Or, avant, il faut se déplacer dans un cybercafé, ça coûte ce que ça coûte, le fait de se déplacer, tout ça là pouvait compter. Mais aujourd'hui, la démocratisation de l'Internet et des moyens informatiques de façon générale ont amené les gens à avoir encore plus de souplesse. Vous pouvez effacer vos traces jusqu'à une certaine mesure. Et dans cette façon d'agir. Et donc, on ne réfléchit pas derrière pour dire que dans 5 ans, quelles sont les aptitudes que les gens peuvent avoir. Et tout en maintenant, par exemple, parce qu'on ne peut pas dire de ne pas réprimer. Mais derrière ça, c'est qu'il faut voir, bon, on est en train de faire ça, ça c'est ce qui est normal. Comment on peut récupérer les gens? Que ce soit aussi bien dans l'éducation, parce qu'on ne finira jamais d'éduquer. On ne peut pas aller dans chaque famille pour dire que voilà comment les gens doivent se comporter. Et donc, derrière ça, comment faire des gens, des citoyens meilleurs qui passent par le fait que les centres de détention passent de centres de détention, tout simplement, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, à des centres de correction. Donc, voilà toute une réflexion qu'il faut mener et qu'il faut forcément commencer par quelque part pour dire on veut avoir ci, on veut avoir ça. Quand je reviens maintenant à l'aspect débat, c'est-à-dire que l'opinion de façon générale, quels sont les débats qu'on doit avoir, les débats que je dirais, les débats nationaux, les débats publics, c'est aussi du fait même de l'offre politique qui repose sur le fait que les partis, et ça on a toujours été d'accord là-dessus ici, à partir du moment où ce qui amène les gens à adhérer à tel ou à tel, on est encore dans la personnalisation du débat. On n'est pas encore arrivé de façon concrète, même si d'un côté l'effort se fait, il y a de l'autre côté ceux qui restent, c'est-à-dire qui sont, bon, à peu près, je vais les appeler des conservateurs, et qui ne veulent pas faire des débats d'idées. Les gens les députés là, ils sont élus sur la base de quoi? Personne n'est jamais allé dire que bon, voilà ce que moi je constate, et donc voilà ce que je propose, voilà ce que je fais comme offre, pour dire par rapport aux questions de la société, voilà les types de réflexion, les débats que nous devons mener. C'est ça en fait les problèmes. Tant que à ce niveau-là, on ne voit pas les choses, on n'a pas une vision globale de la société pour dire ce que nous faisons, ça doit inclure tel aspect, tel aspect, tel aspect, on serait amené à avoir des situations comme ça.
Ce qui, quelque part aussi, implique le fait que les offres de formation que nous avons, est-ce que ça répond toujours aux besoins? Est-ce que ça permet toujours aux gens de trouver une place dans la société quand ils finissent d'être formés? Donc, autant de pistes de réflexion qu'il faudra mener. Et moi, je dirais que, enfin, des gens comme nous, nous essayons la chose, on ne devrait jamais se fatiguer, quitte à espérer que les politiques que nous pouvons être aussi par moment, dans les positions que nous prenons, comprenons qu'il faut aller vers là, il faut mener ces réflexions, il faut mener ces débats pour le bonheur de la société. Parce que tu deviens ministre demain, tu deviens député demain, tu deviens maire demain. C'est les jeunes là qui s'adonnent à la cybercriminalité là. C'est eux que tu veux gouverner. Ou c'est les enfants de ceux-là que tu veux gouverner. Et donc, si eux déjà sont comme ça, moi je ne voudrais... Bon, je ne dis pas que c'est génétique, hein. Non, surtout pas. Je ne voudrais pas imaginer ce que ça serait sur la deuxième, la troisième, la quatrième génération. Julien? Bon, vous qui êtes juriste, je vais compléter ma question. Dans les centres, vous parliez, vous évoquez le fait qu'il n'y ait pas de centre de correction. L'autre facteur aggravant, c'est qu'on a comme l'impression, je ne suis pas spécialiste de la question, que dans nos maisons d'arrêt et prisons, c'est ce qu'on va dire, ces primo-délinquants, hein, ceux qui vont, ces cybercriminels, ces jeunes en tout cas qui vont en prison, côtoient aussi les plus, on va dire, les plus capés, c'est-à-dire des gens qui ont trempé dans des crimes de sang, des braqueurs, des prisonniers d'autres catégories. Il n'y a pas fondamentalement de couloir étanche. Donc on a l'impression qu'on a entre griffes. Je ne veux pas faire de procès d'intention parce que, encore une fois, je n'en suis pas un spécialiste, que ces jeunes sont en griffe à l'école du crime et que parfois, la plupart d'entre eux ressortent avec d'autres compétences et d'autres dispositions. Vous savez, d'abord, lorsque vous êtes dans les mêmes conditions, peut-être désagréables, ça crée une sorte de solidarité de fait, d'une certaine façon. Et je suis d'accord avec l'expression que vous avez utilisée. À partir de ce moment-là, ça crée une sorte de résilience au sein des intéressés. C'est la capacité de pouvoir résister aux chocs exogènes qui ont tendance à nous ébranler. Patrice Talon nous a bien expliqué, en fait, nous a bien démontré de quoi il s'agit d'une certaine façon. Non, ça a toujours existé que pour beaucoup, on va dans les centres de détention, on en sort une version pire que ce qu'on était, alors que ça doit être une meilleure version qui s'accommode à la société dans laquelle nous sommes. C'est ça. Est-ce que on va faire peut-être des centres de détention spécialisés de telle nature de crime. Moi, je ne suis pas trop d'accord pour les politiques pénitentiaires. C'est quand on réfléchit trop à développer en fait les centres de détention ou à les spécialiser. C'est comme on est favorable nous-mêmes d'une certaine façon à ce que on ne prévient pas en fait de crime, on ne met pas en fait des mécanismes en œuvre pour juguler ou pour prévenir, mais on est là juste pour la répression d'une certaine façon. Ça a toujours existé. Je pense que en fait la réflexion va continuer comme vous le dites. Mais ce qui m'intéresse, c'est que le débat soit porté plus haut, que ça devienne un débat sérieux, comme ça vous préoccupe, que ça préoccupe ceux qui nous dirigent. Et ici, ce sont les parlementaires. Parce que je peux me dire aujourd'hui, l'exécutif joue pleinement sa partition comme il l'entend. C'est-à-dire, on fait les lois, on met les mécanismes en place, on réprime. Peut-être que jusque-là, il n'y a pas une autre orientation, une autre alternative qu'on lui donne. Et donc, moi, étant donné que, vous savez, j'ai l'habitude de dire à ceux que je côtoie dans la politique, les questions orales et écrites, c'est-à-dire quoi, cette forme de contrôlation gouvernementale n'est pas forcément pour censurer en fait le gouvernement. Il s'agit aussi, ça a une vertu, c'est d'éclairer le gouvernement, bien d'attirer l'attention du gouvernement en fait sur tel ou tel aspect de sa politique. Il suffit qu'on dise en fait au Parlement, question orale simplement même, hein. Bon, voilà, depuis 2 ou 3 ans, nous avons une lutte âpre contre la cybercriminalité. Quels sont les chiffres aujourd'hui? Qu'est-ce que ça peut aller avoir demain? Quelles sont les autres réflexions qu'on peut mener autour de la chose? Comment vous pensez que la cybercriminalité peut être dans 5 ans, par exemple? En fait, ces questions-là
ça doit être des questions qui intéressent la société. Ça ne doit pas être que des questions dans l'intérêt que de nos représentants, parce que Dr. Paul Maroul, vous le disait tantôt, ce n'est que ça. Les questions sont beaucoup plus politiques, purement politique que sociétale, qui pourrait véritablement intéresser la masse. Et ça, lorsqu'on pose en fait une préoccupation, ça amène en fait l'exécutif à aller au-delà de ce qu'il faisait, à peut-être se poser des questions et à se repositionner par rapport aux préoccupations. Et les apports des parlementaires aussi seront en fait d'une importance capitale. Et là encore intervient aussi le rôle des partis politiques. Le rôle des partis politiques que nous sentons complètement absent de ces genres de débats. Donc, véritablement, au sein de chaque parti politique, lorsque vous voyez les compositions, il y a, délégué à la jeunesse, délégué au numérique, délégué à la sécurité, délégué à ça. Il y a toute cette structuration-là, mais fondamentalement, rien ne sort. Il y a un parti qui a 300 délégués à délégués. Non, ça c'est autre chose. Bureau politique, c'est différent. Ils ne sont pas les seuls. Ils doivent jouer des rôles différents. Donc, en fait, ça doit être une préoccupation d'ordre national pour que, puisque ensemble, nous trouvions 300 pour 12 millions d'habitants. Nous trouvons des palliatifs. Le rapport peut être intéressant. On peut dire que ce n'est pas assez représentant. 300 pour 12 millions d'habitants. 300 membres du bureau. Pour 12 millions d'habitants. Non, mais soyons cléments. Non, nous sommes cléments. Nous sommes cléments. On ne va pas faire dévier le débat. Le Bénin a fini d'inventer. Vous comprenez. C'est pas une émotion. Vraiment, quel pays a 300 membres de bureau pour parti politique? Ça dépend. Ce n'est pas standardisé. C'est selon les réalités du chaque parti. Non, je concède. Moi, je constate que... Oui. Ça fait à peu près 4 représentants. Ça fait à peu près 4 représentants par commune. On a coupé Julie. Allez-y. Non, mon appel, c'est que la question de cybercriminalité, comme je disais tantôt, c'est une crise sociétale à partir de ce moment-là. Ça doit être une question d'intérêt national, doit intéresser tout le monde et en priorité ceux qui nous dirigent. Quand on dit ceux qui nous dirigent, pas seulement l'exécutif, les parlementaires, même les autres institutions. Chacun y trouvera dans la portion de sa compétence une manière de pouvoir agir pour le bien-être, notamment en cette matière. Oui, la question est toujours la même. Oui, on vient de faire le diagnostic, mais par où on commence en réalité? Par où on commence? Oui, pour régler le problème. Oui. Mais il a jeté des pistes, moi je trouve très intéressantes. Et les parlementaires doivent se saisir de cette question. C'est pourquoi on parle de lire, de comprendre la société, son fonctionnement. Est-ce que ce que nous faisons là, pour certains, c'est déjà tellement bon qu'on n'a plus rien à y ajouter, mais je crois que c'est parce qu'ils ne savent pas qu'on peut aller plus loin, et pour qu'ils savent, il faut qu'ils lisent, il faut qu'ils touchent à des choses auxquelles nous on peut toucher ou d'autres personnes peuvent toucher dans le Bénin, pour que ces débats-là puissent infecter, je vais dire, les débats au Parlement, et que ça permette que le Parlement, comme il a décrit, devienne un Parlement de débat d'idées, des débats d'idées, et qu'on puisse discuter, comme le dit, proposer des choses, parce que le gouvernement, son cahier de charge, peut encore ajouter à ce qu'il fait en ce moment contre la cybercriminalité. Moi, je ne sais pas. Si on ne lui offre pas d'autres pistes, d'autres choses là. Mais qui va lui offrir cela? Si ça ne vient pas des partis politiques, du Parlement, ou des partis politiques, mais ne parlons pas des partis politiques. Je crois que... On doit en parler, parce que c'est de là que les gens deviennent des parlementaires. S'il n'y a pas ça là-bas, le problème c'est que s'il n'y a pas ces réflexions-là au niveau des partis, ça manquera au Parlement, parce que les gens qui sont au Parlement là, ils viennent des partis. Donc, à peu près, ça dit que je peux dire, sans le risque de me tromper, que le Parlement est aussi à l'image des partis. Et oui, je voudrais bien qu'on puisse le dire comme ça, et qu'on dise aux dirigeants des partis politiques là, que s'ils occupent des postes de ministre local, laissez les postes de ministre. Bon, ça c'est une attaque personnelle. Non, Il n'y a qu'un seul dirigeant qui soit...
Ce n'est Bon, pas une c'est attaque pour vous titiller, personnelle. oui, d'accord. Ce n'est pas une attaque personnelle. Oui. Je n'ai pas appelé le nom de quelqu'un. Hein. Oui, mais bon, c'est facile Mais il y a à une seule identifier. personne Il n'y a par- qu'une seule il y a une seule personne. personne, donc c'est identifiable. Docteur Paul-Marie Ouessou, il n'y a qu'une seule personne Qui qui soit est- dans le qui cas. soit donc, dans le cas. Il n'y a pas besoin de faire Sciences Po pour savoir la personne dont vous parlez. Mais Ça pour aller, y est. je sais que Bon, vous n'avez permettez-moi pas, d'aller de l'avant. vous n'avez pas mauvais Non, esprit. je l'ai dit depuis, hein, sur ce cas-là, vous êtes occupé par le ministère, laissez les partis, le parti à d'autres personnes pour qu'il y ait de la créativité, qu'il y ait de la pensée. Et il faut laisser au sein des partis des courants s'affronter, parce que c'est en s'affrontant, et pas sur des questions de personnes, mais sur des questions d'idées, que on produit des réflexions qui peuvent justement, comme il le dit, aller nourrir le Parlement, nourrir le gouvernement et nourrir les uns les autres. Donc les partis politiques, on est tous d'accord maintenant que les partis politiques, c'est la pierre angulaire de l'élévation de l'offre politique dont nous parlons là. Et tant que les partis politiques sont gérés comme ils le sont là, jusqu'à la seconde où moi je parle ici, là, c'est que nous serons là à parler tout le temps de développement, mais encore que, comme je le dis, ce que nous faisons là ne s'appelle pas développement pour le moment, parce que développement c'est plus loin que ça, ok? Et ça ne peut que venir et provenir des partis politiques, mais si les partis sont devenus enfin, ce n'est pas devenu, c'était déjà des propriétés de personnes, et ça n'a pas tellement changé avec les réformes que nous avons connues là. Il faut que les partis se nourrissent d'informations. L'information, la formation, l'information, et que cela puisse rejaillir sur notre vie commune, que cela puisse élever notre niveau d'information, nous tous, et que cela puisse nous permettre d'aller vers une société plus ouverte, plus informée, plus adaptée aux évolutions de la technologie qui elles n'attendent pas, n'attendent pas du tout. Oui, mais à côté de ces partis politiques, comme on le voit ailleurs, que ce soit dans les grands pays développés, à côté des partis politiques, il devrait y avoir aussi des think tanks, des groupes de pression, des groupes de lobbying qui produisent intellectuellement et qui offrent à des périodicités régulières leur vision de la société, quitte après à agiter disons, en termes de rapport de force, ce qu'ils peuvent pour faire passer leurs décisions. Absolument, et vous me donnez là vraiment une bonne opportunité. Oui, je suis très gentil, ce soir. Pour ne pas taper sur qui que ce soit, mais pour effectivement parler de la vie, de l'animation de la vie publique, de la vie intellectuelle dans notre pays. J'ai l'habitude de dire que les politiques ne lisent pas. L'animation de la vie intellectuelle au Bénin est nulle. Nulle. Totalement nulle. Il a dit la dernière fois par rapport aux politiques, il ne faut pas qu'on se voile la face. Ce n'est pas passer au CAMES qui a animé la vie intellectuelle. La vie intellectuelle, c'est produire des choses dont la nation se sert. C'est produire de la réflexion, des solutions aux problèmes de la nation. Après, si le CAMES reconnaît que vous êtes, en faisant ça, on peut vous donner ce grade, on peut vous donner tel autre grade, le CAMES le reconnaîtra et vous serez ce que vous serez. Mais vous pensez que parce qu'on n'a pas ce grade, on est devenu professeur de je ne sais quoi, on est déjà intellectuel, c'est faux. Il faut le dire aux Béninois que la vie intellectuelle de notre pays est tellement pauvre que ça appauvrit toute la nation. Il faut qu'on sorte de là. Vous savez, il y a eu cette génération-là, hein, Jean Pliard, Olympe Nord, qui ont produit des choses qui nous ont quand même nourri. Jusqu'à aujourd'hui, leur œuvre parle pour eux. Voilà. Et nous devons nous saisir de cette opportunité-là pour que nous continuions de produire. Aujourd'hui, il ne faut pas, comme Julio a dit... Jeter l'opprobre sur tout le monde. Oui, non, ce n'est pas jeter de l'opprobre. Il y a des exceptions, il y a des gens qui produisent, hein, il y a des gens qui produisent énormément. Mais, écoutez, le marché intellectuel même, il y a un marché normalement qui doit se développer. Le marché intellectuel même est atrophié. C'est ça le problème. Le marché est atrophié. Donc, vous produisez
intellectuellement, mais vous n'avez aucun marché à Il n'y a l'intérieur. pas d'espace pour Pour vous exprimer. Moi, je connais des professeurs qui sont tout le temps en train de partir parce qu'ils doivent, on les sollicite pour aller faire ci ou ça là à l'extérieur. Mais à l'intérieur, personne ne consomme leurs produits. On ne demande même pas à voir. Si on n'a pas vu que vous êtes derrière Yaïboni ou vous êtes derrière Talon, c'est que vous ne comptez pas. Je ne sais pas si vous voyez. Et ça, c'est des problèmes. Mais il faut que nous nous regardions en face. Nous qui avons été à l'école jusqu'à dire que nous sommes docteurs, nous sommes ceci, nous sommes cela, il faut que nous nous regardions en face et qu'on se dise la vérité. La vérité est que notre production au profit de la nation et de son développement est pauvre. Oui. Bon, rassurez-moi, vous ne crachez pas sur les grades du CAMES. Je n'ai pas dit cela. Non, non. Si vous produisez des solutions Oui. aux problèmes de la nation Oui. et que le CAMES voit que ça mérite grade, et vous donnerez les grades. je voulais Le CAMES m'assurer vous donnera que- les grades. je voulais Non, je ne m'assurer crache que- pas du tout sur les grades du CAMES. Voilà. C'est une bonne chose, il faut le faire, mais il ne faut pas en faire la panacée. La panacée. C'est répondre aux problèmes de la population. Chaque article que je produis là répond à quel problème de la population et comment la population peut l'utiliser pour que ça puisse se servir. Et maintenant, il faut aussi qu'il y ait un répondant sur le marché, c'est-à-dire les politiques, les entreprises puissent se servir Pour de les cette consommer. production et que ça donne une certaine vitalité à la vie intellectuelle. Voilà. On met les Évidemment que sur le point de vue du docteur Paul-Marie Ouessou, moi, je me suis toujours posé la question, je ne vais pas, je le dis, nos offres de formation là, et les conditions dans lesquelles nos apprenants à l'université sont formés. À la limite, vous-même déjà là, ça présage quelque part de ce que, quand vous allez quitter là, ce que ça pourrait être, ça ne vous emballe pas. Et si vous, moi j'aimerais qu'on puisse sonder et faire une enquête. Quand ceux qui ont le bac et l'engouement qu'ils ont en voulant entrer à l'université, quand ils entrent à l'université, 1 an après, 2 ans après, là où ils en sont, par rapport à leur rêve, à leur tout ça, et quand ils finissent, est-ce qu'ils ont toujours le même engouement? Est-ce qu'ils ont même envie, pendant qu'ils apprennent, d'être quelqu'un, c'est-à-dire que d'acquérir du savoir pour pouvoir mettre ça au service de la nation? Et de sur quoi, après, avoir l'envie de continuer sur ce pas-là, pour qu'ils puissent produire de la réflexion pour la nation. C'est ça aussi le problème. Et à côté de ça, il y a d'autres phénomènes par ailleurs qu'on peut observer dans notre société. C'est que nous ne valorisons pas le savoir et nous ne valorisons pas non plus le travail. Et ceux qui ont eu la chance d'occuper des fonctions et qui ont occupé des fonctions, que ce soit des directions, des postes stratégiques, nous ne valorisons pas les gens. On ne reconnaît pas tellement leur mérite. Il y a un phénomène, j'ai toujours dit ça ici, vous allez remarquer, quand quelqu'un a été DG ou ministre ou quelque chose, c'est-à-dire qu'à un certain niveau, mais on s'attend à ce que lorsque le monsieur quitte, qu'il puisse quelques mois après passer par les couloirs de la BEF pour ne pas devoir se retrouver sur le chemin de la criette, ainsi de suite. C'est-à-dire que dans notre société, j'ai remarqué que c'est comme ça que nous voyons les choses. C'est quand ça arrive comme ça, bon, on trouve que c'est ça qui est normal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne pense même pas quelque part que quelqu'un peut avoir géré, bien géré et ne pas devoir faire tout ça après. Et quand il arrive que quelqu'un, lui, il gère et s'en sort indemne, enfin, plus ou moins, il n'y a pas une gestion qui est à 0%, c'est-à-dire que vous n'allez pas trouver même pas 1% de quelque chose dedans. Mais qui, acceptablement, c'est-à-dire à 99% au moins, est bien géré, et que quelqu'un vient parler après. On dit non, c'est parce qu'il a fait compromission avec le régime en place, des choses comme ça, qu'il est toujours en train de pouvoir parler. Et qu'il... Donc, voilà, en fait, tout ça participe au fait qu'on ne peut pas avoir une société basée sur les valeurs. Et on vit toujours dans un environnement de suspicion, quelqu'un est en train de réussir, on se dit, mais est-ce que c'est passé? Donc, c'est tellement d'éléments à prendre en compte et pour produire de la réflexion aussi bien au niveau des partis que pour de ces groupes de réflexion dont on a parlé tout à l'heure. Et si cela venait, on ne peut que souhaiter que cela vienne. Moi, je finis toujours par rester positif parce que je veux quelque chose de grand et de grand pour la nation et de bien pour la nation. Donc, je me dis toujours que l'espoir est permis à force de débattre, de faire de ces débats-là que nous faisons. Déjà, nous contribuons déjà à amener les gens à aller dans la réflexion et on peut espérer que ça puisse produire un effet. Julien.
Oui, je veux revenir. Je voudrais rester collé à la question de cybercriminalité pour peut-être vous rappeler un fait dont vous êtes certainement informé. Ce n'est pas de la véracité. Nous l'avons lu dans la presse nationale. Qu'un jeune qui est créateur de site web aurait été arrêté par erreur, d'accord. Il a fait déjà 3 mois de détention préventive et à la base il était avec un ami voilà. Lui est cybercriminel. Et c'est à la base il explique que lui il a dit aux forces de sécurité qui l'ont arrêté que lui il est créateur de site web et les autres ont cru que il est créateur de site web qui fait la cybercriminalité. Alors qu'il travaillait pour une organisation. Régulièrement. Et vous savez, dans ces matières-là aussi, c'est pourquoi il faut le rappeler, c'est pourquoi le code de procédure pénale a été très précis en certaines matières par rapport à la préservation en fait ou aux garanties des droits en fait des accusés ou des inculpés, quelle que soit la nature, la qualité du crime ou du forfait commis. Pour être complet, en temps il a perdu le boulot. Évidemment. Voilà. Il a perdu le boulot. Il a dit à la barre, il a perdu le boulot. En réalité, il a tout perdu. Alors qu'il ne cessait de clamer que, bon... Le parquet le dit, c'est parce qu'il n'a pas bien expliqué son affaire de créateur de site. Donc, c'est pour dire quoi? Il ne faut pas que nous fassions une lutte, une lutte aveugle. Sinon, il y aura des séquelles à côté qui va déteindre négativement sur ce que nous faisons. Et en parlant de manière de faire, vous savez, lorsque vous avez votre enfant, que vous avez toujours tapé pour tel ou tel motif et que ça ne se corrige pas, il y a de réfléchir autrement. Se dire, il y a quelque chose qui ne va pas. Et que, comme l'a dit ici, la panacée n'est pas toujours, en fait, dans le bâton et trouver, en fait, d'autres alternatives. C'est cette réflexion à laquelle j'appelle nos gouvernants, sur toute la chaîne, quand je prends l'exécutif, la police, tous ceux qui sont impliqués dans ces chaînes-là, que en fait, on réfléchisse davantage en fait, de tout ce qu'on demande pour se rendre compte que véritablement, ce n'est pas qu'une délinquance primaire, ce n'est pas qu'un groupe de délinquants, non, c'est un fait de société et ça doit en fait mériter beaucoup d'attention. Il nous reste 1 minute, je vous laisse on a tout sujet. Bon, oui, voilà, bon. Non, mais je ne peux que constater que nous avons vraiment porté un regard sur le sujet, comme Mohamed l'a dit, c'est des sujets, c'est un débat qui est ouvert. Et Julio l'a répété aussi, que c'est un débat de société. Et nous devons, les débats de société doivent dépasser les clivages politiques. Ça peut toujours avoir l'aspect, cette contribution partisane, mais partisane d'idéologie. Moi, c'était l'approche que j'ai par rapport au sujet. L'autre, c'était l'approche que j'ai par rapport au sujet. Et là, les idées s'affrontent et notre société va se lever. Notre société ne peut se développer et ne peut s'élever que dans le débat d'idées, pas dans l'affrontement des personnes ou des moyens de celui qui a plus de moyens, qui affronte l'autre qui a plus de moyens, et ce qui est l'actualité en ce moment. Mais c'est plutôt les débats d'idées, et c'est pour cela que moi j'en appelle, comme je l'ai dit, j'ai dû quand même égratigner un peu les collègues aujourd'hui, mais j'en appelle à tous les collègues que les recherches que nous faisons, tout ce que nous trouvons là, il faut qu'on puisse les porter à la connaissance de la société, parce que c'est important pour le développement de la société aussi, et que le débat puisse nous permettre tous de nous élever. Merci Dr Paul Mariwessou. Je rappelle que vous êtes analyste politique et théoricien de la gouvernance. Mohamed Diamidi, analyste politique, expert en communication éditoriale et digitale, et Julio Tometti, le juriste du plateau, analyste politique et gérant du cabinet des juristes et associés. Évidemment, des débats, mine de rien, on avait 2 sujets, mais on est resté sur le premier, tant ce débat est important, on appelle certainement d'autres. On aura le temps de nous y replonger de façon à, espérons-le, selon le mot consacré, infuser dans la société. En tout cas, nous essaierons de faire notre part ici. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver nos échanges sur notre chaîne YouTube Télé Bénin, notre site internet du même nom, notre page Facebook Télé en direct. Retrouvez quelques bribes sur notre compte X Télé Live. Et bien évidemment, continuez par nous suivre via notre application Télé Bénin. Merci de nous avoir suivis. À demain, c'est plutôt le forum politique du mercredi. Merci de nous avoir suivis.